Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va ouvrir un document assez fascinant. C'est un véritable carnet de bord d'intervention, le genre de protocole utilisé par les experts en cybersécurité sur le terrain. Ce n'est pas de la théorie, on parle de situations réelles. On va décrypter ensemble la méthode rigoureuse, presque chirurgicale, qui est appliquée quand un système informatique est gravement compromis. Le décor est simple. C'est l'urgence numérique absolue, des données sont en péril et il faut suivre une procédure stricte pour reprendre le contrôle. C'est ce qu'on appelle un plan de réponse à incident. Prenons ce témoignage d'une victime à Drancy qui fait vraiment froid dans le dos. Je cite « Lettres interchangées dans mail et texto, appli bloqué, comme si en face il y avait quelqu'un. » Eh bien pour cause, il y a vraiment quelqu'un. On ne parle pas d'un simple virus silencieux qui fait sa vie en arrière-plan. C'est une menace en direct. Un attaquant contrôle la machine, tape sur le clavier en même temps que la victime, intercepte les messages, verrouille les applications. C'est une véritable lutte physique, à distance, pour garder le contrôle de la souris. Inutile de dire que ça crée un vent de panique total. Mais justement, face à cet incendie numérique, la pire erreur serait de céder à la panique. Il y a un plan, un chemin clair pour éteindre le feu. Voici le programme de ce décryptage. D'abord, l'urgence de la menace active. Ensuite, les étapes de sécurisation pure et dure. Étape 1, la coupure réseau immédiate. Étape 2, l'audit et des accès distants. Étape 3, la rotation des mots de passe. Et enfin, le retour à la normale. On attaque la première partie. L'urgence, la menace active. Comprendre exactement ce qu'est une compromission active. Ce qui nous amène à un concept crucial, l'orchestration active. Si on fouille dans les dossiers d'intervention, on trouve des cas redoutables. Comme cette histoire dans le 19e arrondissement de Paris. La victime s'est retrouvée avec son compte Gmail verrouillé, sa box Internet qui saute d'un coup, et ses contacts qui reçoivent des appels bizarres usurpant son identité. Le tout en même temps. Ce n'est absolument pas une coïncidence. C'est une attaque coordonnée. Un humain est en train d'orchestrer l'isolement total de sa cible. L'objectif est clair, empêcher toute réaction pendant qu'il vide les comptes bancaires ou s'attaque aux services critiques. Il y a vraiment une différence fondamentale à faire ici. D'un côté, on a la menace passive. Prenons un infostealer classique, un logiciel voleur d'informations. Il s'installe discrètement, pompe les données sans faire de bruit et il attend. De l'autre côté, la menace active. Là, on a un humain physiquement aux commandes qui installe des outils, clique, usurpe l'identité en temps réel. Face à ça, on ne peut pas se permettre d'attendre. L'intervention doit être immédiate pour briser ce lien. On passe donc à l'étape 1 du protocole, la coupure réseau immédiate. Autrement dit, il faut stopper l'hémorragie. Imaginons la scène. L'écran clignote, le curseur se balade tout seul de gauche à droite, des fenêtres s'ouvrent toutes seules. Quelle est la toute première action à faire ? Sous le coup du stress, c'est la panique. Est-ce qu'on lance un scan antivirus ? Est-ce qu'on redémarre l'ordi ? Est-ce qu'on essaie de taper un message à l'attaquant ? Surtout pas. La réponse tient en 3 mots. Coupure réseau immédiate. C'est exactement comme priver un feu de son oxygène. Couper la connexion Internet, c'est fermer instantanément la porte au nez de l'attaquant. Plus de réseau, plus de prise en main à distance, fin de l'histoire pour lui. C'est littéralement le geste de premier secours absolu en cybersécurité. Concrètement, ça donne quoi sur le moment ? D'abord, on débranche le câble Ethernet. Radical, mais efficace. Ensuite, on coupe le Wi-Fi, soit avec le petit bouton physique sur l'ordinateur, soit en activant le mode avion. Et enfin, le point crucial que beaucoup oublient, appeler la banque. Oui, mais depuis un téléphone complètement différent. Si le smartphone habituel est aussi sous le contrôle du pirate, il peut très bien intercepter l'appel ou lire les SMS comptant les codes d'authentification. Il faut donc un appareil 100% isolé pour faire opposition. Une fois l'hémorragie stoppée, on passe à l'étape 2, l'audit des accès distants. Comment la brèche s'est-elle ouverte ? C'est toujours fascinant de regarder les outils utilisés. Dans l'imaginaire collectif, le piratage, c'est du code vert qui défile sur un écran noir, un truc hyper complexe. Mais la réalité montrée par les données gouvernementales est très différente. Souvent, les attaquants utilisent des logiciels tout à fait légitimes, des trucs comme AnyDesk ou UltraViewer. Ils manipulent simplement la victime par téléphone, en jouant au faux conseiller bancaire ou au support technique, et bim, la victime installe elle-même le logiciel. Bon, parfois, ce sont de vrais malwares comme Remcos ou Asingrat, cachés dans une pièce jointe. Mais au final, le résultat est le même, ils ont un contrôle total, à distance. Alors, l'approche des pros pour diagnostiquer tout ça est hyper stricte. 1. On identifie l'outil en question. 2. S'il y a plainte à la police, on fait un clonage forensique du disque dur pour geler les preuves. 3. On extrait les données importantes. Et attention, on ne fait pas ça n'importe comment. On utilise un système indépendant, genre une clé USB avec un système Linux, et on lit le disque infecté en lecture seule. On ne sauve que les documents personnels, jamais les programmes ou les fichiers système. Trop risqué. Et 4. L'action coup de poing. On efface absolument tout. Un formatage complet de bas niveau. On ne cherche pas à nettoyer le virus, on détruit tout l'environnement corrompu pour repartir de zéro.
Ce qui nous amène à l'étape 3, la rotation des mots de passe. C'est l'heure de sécuriser son identité numérique. Là, il y a un piège monumental dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Changer ses mots de passe directement sur l'ordinateur qui vient d'être piraté. C'est terrible parce que l'attaquant, s'il a encore une porte dérobée, va simplement intercepter les nouveaux mots de passe à la seconde où ils sont tapés. Tout ce travail pour rien. Il est donc absolument impératif de faire cette rotation sur un appareil totalement sain, une tablette ou un autre ordinateur, sûr à 100%. C'est l'unique moyen de verrouiller définitivement la porte. Et on ne change pas tout au hasard. Il y a un ordre de priorité quasi militaire. On oublie les réseaux sociaux pour l'instant. On commence par le plus critique, la boîte mail principale. C'est la clé de voûte, celle qui permet de réinitialiser tout le reste. On change le mot de passe, on déconnecte toutes les sessions actives et on ajoute une vraie double authentification. Ensuite, on verrouille les banques et les services cloud, puis les plateformes gouvernementales comme France Connect ou l'assurance maladie. Et seulement à la fin, on s'occupe des réseaux sociaux. Une vraie méthode en entonnoir. Dernière phase de ce décryptage, le retour à la normale, le chemin vers la guérison du système. Tout ce processus de récupération, c'est généralement un sprint très intense qui s'étale sur 24 à 48 heures. D'abord le diagnostic, on fait le triage et on coupe le réseau illico. Ensuite le nettoyage, extraction des données précieuses à froid. Puis vient la reconstruction, on réinstalle complètement le système d'exploitation à partir d'une source officielle et propre. Et on termine par la sécurisation maximale, la fameuse rotation des mots de passe et le durcissement de la machine. Utiliser un vrai gestionnaire de mots de passe, chiffrer son disque, chaque petite étape est vitale pour blinder la suivante. Pour clore cette analyse de la gestion de crise cyber, il y a une vraie réflexion à avoir. Est-ce que nos identités numériques sont prêtes à affronter une telle urgence? A-t-on les bons réflexes, un appareil sain de secours sous la main, des sauvegardes déconnectées de nos données vitales? C'est vraiment comme un exercice incendie, mais pour notre vie numérique. Savoir couper le réseau au bon moment et suivre un plan d'action structuré, c'est littéralement ce qui fait la différence entre un bon coup de stress et une catastrophe totale. Mieux vaut être préparé avant que la fumée n'apparaisse.